Cécile Gilbert-Cawano, bonjour. Alors vous êtes Equi-Coach, c'est-à-dire que vous êtes coach et vous travaillez en entreprise, mais en vous basant sur l'intelligence émotionnelle et relationnelle, on va en parler, des chevaux. Vous êtes instructrice Epona Quest, qui est une méthode d'une américaine qui s'appelle Linda Kohanov, et d'ailleurs vous êtes traductrice de son dernier livre, dont on va parler, qui s'appelle Pour un leadership socialement intelligent, au courrier du livre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Mon Dieu. Oui, alors ça, c'est une grande question. D'autant que l'être humain a tendance à y répondre en étant auto-centré. Donc, est intelligent ceux qui fonctionnent comme lui ou dont il comprend le mode de fonctionnement. Donc nous, quand on s'intéresse à l'intelligence des différents animaux, on devrait dire les intelligences des animaux, on a du mal parfois à définir. On arrive quand même à dire des choses. Il y a d'ailleurs Georges Chapoutier qui a fait une conférence magnifique que je recommande à tout le monde sur ce sujet, sur l'intelligence des animaux. Et ce qu'on pourrait dire en tout cas, c'est que l'intelligence des animaux est une intelligence immensément pratique. C'est-à-dire que c'est mettre en œuvre des capacités pour pouvoir mieux vivre. Et mieux vivre individuellement, et mieux vivre collectivement, et mieux vivre en tant qu'espèce, donc faire perdurer l'espèce si possible. Alors que l'être humain pourrait dire que quelquefois son immense intelligence lui sert plus à avoir des problèmes à survivre qu'à mieux vivre ensemble, ou même sur la survie de l'espèce, quelquefois on pourrait avoir des doutes. Alors si c'est qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des tas de sortes d'intelligence, même chez les humains, spatiale, musicale, etc. Voilà. Donc là c'est Howard Gardner qui nous a aidé à comprendre ça. Il a formalisé, alors lui il en a formalisé 8,5 différents types d'intelligence. Donc lui il parlait des humains. Et donc, entre autres, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence intellectuelle ou association de connaissances, l'intelligence spatiale, l'intelligence musicale, l'intelligence physique. Est-ce que je suis plus ou moins bien avec mon corps? Est-ce que je suis maladroit ou adroit? Et entre autres aussi l'intelligence émotionnelle, qu'il appelle l'intelligence interpersonnelle, et l'intelligence sociale ou relationnelle. Et puis il a aussi parlé à la fin, après avoir travaillé et posé ces 8 intelligences, il a dit mais il y en a peut-être encore une autre qui serait une intelligence de lien avec plus grand que soi, que certains appellent une intelligence spirituelle. Et donc l'intelligence de l'être humain, ce serait dans différentes situations, dans différents contextes, pouvoir aller chercher les formes d'intelligence qui seraient utiles pour trouver la meilleure façon de fonctionner dans la situation donnée. Et les animaux nous aident, entre autres les chevaux, pour certaines d'entre elles, à nous entraîner à développer certaines de ces intelligences. Par exemple, l'intelligence physique, quand vous regardez des singes, si on s'inspire de comment ils fonctionnent dans la nature, on pourrait physiquement trouver des bonnes façons de mieux activer nos capacités physiques. Et les chevaux vont nous aider plus particulièrement, ils ont plusieurs, évidemment, beaucoup de types d'intelligence eux aussi, mais ils vont nous aider plus particulièrement en termes d'apprentissage pour nous, d'entraînement de capacités, sur ce qu'on appelle les intelligences émotionnelles et relationnelles. Là, ce sont des grands maîtres pour nous parce qu'eux vivent avec ces intelligences-là, les maîtrisent fortement, les mettent en œuvre au quotidien. Et pour ça, vous vous basez déjà sur leur sens. Vous vous rappelez que leur sens, l'odorat, le toucher, etc., ça n'a rien à voir chez les chevaux. Alors, ça n'a rien à voir. Dieu merci, on a les mêmes catégories, au moins déjà, ça a à voir. Par contre, la mise en œuvre et les capacités ne sont pas du tout les mêmes. Si on regarde par exemple la vue, les chevaux ayant les yeux à l'extérieur, plus à l'extérieur que nous on a les yeux devant, un peu comme d'ailleurs beaucoup de prédateurs. Comme tous les prédateurs. Les yeux devant qui permettent de focaliser sur ce qu'on va chasser. Les chevaux, eux, comme beaucoup d'herbivores, vont avoir les yeux plus à l'extérieur et qui va leur permettre, par exemple, d'avoir une vue quasiment à 360 degrés, avec une vue binoculaire, c'est-à-dire vraiment avec les 2 dimensions, les 2 yeux qui captent et qui reconstruisent l'image dans le cerveau, sur l'avant, et sur les côtés presque entièrement monoculaires, donc l'œil droit voit à droite, l'œil gauche voit à gauche, et le cerveau capte et transmet et traduit
de façon utile ces informations-là, et puis 2 angles morts, l'un juste sous le nez du cheval et l'un dans son dos, une sorte de cône dans son dos, ce qui fait qu'entre autres on dit ne vous approchez pas rapidement d'un cheval juste dans son dos, parce qu'en fait que s'il ne vous voit pas arriver, il peut avoir une réaction un peu vive. Et quand on a des chevaux qui sont complètement ce qu'on appelle encapuchonnés, alors on les tient avec les rênes, avec l'encolure très resserrée, en fait ils voient rien, ils regardent juste l'endroit où c'est le plus difficile pour eux d'avoir une bonne vue, donc ce serait compliqué. L'odorat, on voit souvent les chevaux, vous vous souvenez oui, vous avez déjà vu, bien sûr. Je sais que vous avez des chevaux, donc je sais que vous avez déjà observé ça, entre autres avec vos propres chevaux, ce phénomène qu'on appelle le fémène, où ils retroussent les lèvres, ils lèvent la tête comme ça et ils sont en train de ressentir. En fait, c'est une façon pour eux, parce qu'il y a des capteurs sous les lèvres, de pouvoir mieux capter les phéromones et donc d'avoir une information plus complète sur l'environnement dans lequel ils sont présents. Grâce à en fait un odorat plus fin que le nôtre. L'ouïe, pareil, ils entendent des fréquences qui ne sont pas les mêmes que nous, et en plus, ils ont donc une écoute avec des fréquences plus importantes, une amplitude plus large, et en plus, ils ont les oreilles qui se tournent vers ce qui les intéresse. Et du coup, quelquefois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais le cheval qui met l'oreille en arrière, ça veut dire qu'il n'est pas content. » Ça dépend comment il met l'oreille en arrière. Le plus souvent, c'est juste qu'il met son pavillon de l'oreille vers ce qui attire son attention et le son qui lui permet d'avoir une information plus complète. Le toucher aussi, les vibrisses, le nez, ils ont ces moustaches comme les chats, comme les chiens. Et donc, si vous leur coupez, en fait, vous leur enlevez un moyen de perception. Les pieds, et puis les pieds, oui. Les pieds qui sont immensément capteurs d'informations, entre autres par le fait qu'ils s'écrasent quand il n'y a pas les fers, ils vont en fait s'écraser par le poids du cheval et du coup, par le fait qu'ils s'écrasent plus ou moins, ça donne une information sur la texture, la consistance du sol, ça donne aussi une information sur la solidité du sol, et puis il y a la sole du cheval, qui est le dessous du pied, qui va pouvoir aussi toucher plus ou moins et du coup avoir aussi des informations, le sang qui remonte, qui fait pompe, parce que quand ça s'écrase et que ça fait pompe, voilà. Donc tout ça, toutes ces informations sur le toucher, vous voyez aussi un cheval qui frémit, vous avez la peau là qui bouge, rien que quand une mouche se pose dessus. Comme il ne sait pas si c'est une mouche ou un taon et si ça va être en fait un animal qui va l'embêter, par défaut, il va frémir. Rendez compte, c'est pas du cuir épais, non, c'est hyper sensible. C'est pour ça que quand on voit les gens les taper pour... Alors qu'en fait, ils sont extrêmement sensibles. Voilà, donc... Et puis, qu'est-ce qu'on a oublié comme sens, je ne sais plus, les toucher, le odorat, la vue. Ils ont évidemment, comme ils vivent à l'extérieur et en troupeau en plus, hein, le goût, pardon, le goûter. Voilà, c'est l'heure du goûter. Ils ont tous leurs sens qui sont plus exacerbés, plus orientés spécifiquement pour des recherches d'informations, mais aussi plus encore actifs pour capter les informations. Et le goût aussi, même chose. Comme en plus, les chevaux n'ont pas réellement un œsophage, il ne faut absolument pas qu'ils ingèrent des choses qui seraient mauvaises pour eux. Donc il faut que dès qu'ils mangent, dès qu'ils reniflent et dès qu'ils goûtent quelque chose, ils puissent reconnaître si ça pourrait être éventuellement un poison potentiel, parce qu'ils ne peuvent pas régurgiter. Ils ne peuvent pas vomir. Et donc, soit ils l'ingèrent et ça part vite par là où ça doit partir, soit il ne faut pas ingérer. Comme ça, au moins, on n'a pas le risque. Et donc, ils ont tout plein de sens qui sont beaucoup plus développés que les nôtres et qui font qu'ils peuvent avoir des décisions, des choix d'action, quelquefois beaucoup plus rapidement et beaucoup plus finement que nous, dans des environnements où nous, on est presque aveugles et sourds. Donc c'est là où ils ont développé cette fameuse intelligence émotionnelle et relationnelle, qui est d'ailleurs propre à pas mal de proies. Alors c'est quoi cette intelligence émotionnelle relationnelle ? Alors en fait, c'est en lien avec tous ces sens, mais aussi en lien avec le fait qu'ils ont une longueur d'intestin très importante, puisque c'est avec la taille qu'ils ont à peu près 22 mètres d'intestin en moyenne, pour un cheval de taille classique. Et donc du coup, dans les intestins, il y a aussi beaucoup de capteurs et de traitement d'informations, puisqu'il y a des neurones aussi dans les intestins. Et du coup, en fait, tout ce que leur sens leur envoie comme information, ils vont le traiter avec une réaction émotionnelle immédiate. C'est-à-dire que immédiatement, les sens vont donner une image de ce qui se passe qui va être formalisée par le cheval sous une forme
émotionnelle. Donc par exemple, c'est agréable, il y a un copain qui s'approche, il y a la jument qui est en chaleur et je vais pouvoir m'amuser avec elle. Tout ça, ça va être une émotion qui va monter plutôt dans le plaisir, la joie. Et donc, tout son organisme va se préparer à dire « j'y vais, c'est bon, j'y vais, je vais dans ce sens ». C'est la décision d'action, elle va vers « ok, on y va ». Et soit je profite, soit je partage avec les copains, soit j'y vais à fond, mais en tout cas, c'est plutôt oui. Alors que si ce sont des informations qui arrivent et qui sont formalisées avec des émotions qui vont être des émotions plus désagréables, de la colère, de la tristesse, de la peur, puisqu'une des premières réactions faciles pour le cheval, c'est la fuite, pour s'il capte quelque chose qui pourrait être un danger ou un désagrément. Mais il est tout à fait capable aussi de se retourner contre le danger et de lui casser la figure, hein, surtout qu'ils vont le faire en groupe. Donc si on essaye de les attaquer, on pourrait parfois se dire que c'est une mauvaise idée. Et donc quand c'est formalisé avec une émotion qui est plus désagréable, ils vont faire la même chose qu'avec une émotion agréable, ils vont prendre l'émotion comme source d'information. Et en fait, cette façon de dire, ça pourrait être une définition de l'intelligence émotionnelle. C'est je prends l'information comme une source d'information qui vient compléter peut-être des souvenirs, des connaissances, de l'organisation sociale, des habitudes comportementales, mais qui vont du coup m'aider à prendre l'action qui serait la plus juste, la plus intelligente, la plus adaptée, la plus ajustée dans le contexte, dans la situation vécue entre moi et mon environnement, ou moi et d'autres dans mon environnement. Et donc, prendre les émotions comme source d'information, les chevaux le font naturellement, tout le temps, avec leurs sensations comme premier support, avec leurs émotions comme deuxième support, et du coup, ça entraîne une façon de fonctionner ensemble, de vivre ensemble, qui respecte profondément le ressenti, les besoins fondamentaux de chaque individu, et en même temps celui du groupe. Et donc, on arrive à une intelligence sociale, on pourrait dire aussi une façon d'entraîner les autres avec soi, donc du leadership, qui va être quelque chose de à la fois très fonctionnel et à la fois très fluide. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait de temps en temps des petites chamailleries. Hein. Ok, quand je suis en colère contre un autre copain qui s'approche alors que le tas de foin, j'avais un peu envie de le commencer tout seul, je vais le lui manifester. Mais je vais le lui manifester en respectant 4 étapes qui sont... alors là, ces 4 étapes, elles ont été formalisées entre autres par Linda Kohanov hein, dans le livre « Comme les chevaux, ensemble et puissants hein, » qui est en 104e, celui juste avant, celui dont nous allons parler tout à l'heure et que tu as nommé pour un leadership socialement intelligent. Dans ce livre « Comme les chevaux, ensemble et puissants », elle s'intéresse beaucoup, elle donne des clés d'intelligence relationnelle. Et dans ces clés d'intelligence relationnelle, elle parle évidemment de cette base qui est l'intelligence émotionnelle que les chevaux mettent en œuvre avec ces 4 étapes. La première étape, donc elle appelle ça l'agilité émotionnelle, un processus en 4 étapes qu'elle appelle l'agilité émotionnelle. La première étape, c'est que les chevaux ressentent l'émotion, c'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre les sensations et en plus ajouter une couleur émotionnelle. C'est-à-dire si j'ai le cœur qui bat, est-ce que c'est de la peur qui active mon cœur ou est-ce que c'est de l'amour, du désir, de l'excitation? Il vaut mieux que je fasse la différence, hein. Parce que si c'est l'amour de ma vie qui rentre dans la pièce ou si c'est un voleur avec un couteau, je ne vais pas avoir le même genre d'action pour me sauvegarder ou pour bien vivre ma vie. Et donc du coup, l'émotion va donner une couleur spécifique. Et certains d'entre nous, parmi les humains, soit on ne ressent même pas nos émotions. Il y a le couvercle, ni vu ni connu. Le couvercle rationnel. Voilà, souvent un couvercle rationnel, souvent un couvercle d'éducation, de conditionnement social. Soit on sent une autre émotion à la place de celle qui est réellement la première, qui est survenue à l'intérieur. Parce que la première, elle serait peut-être pas politiquement correcte, socialement correcte, donc, ou elle a été familialement pas acceptée, je sais pas, dans mon éducation, ma petite enfance, je sais pas quoi. Et du coup, je vais en sentir une autre à la place. Donc déjà, dans la première étape, les animaux sont parfois plus intelligents que nous, parce qu'ils n'auto-censurent pas ce qu'ils ressentent. Ils prennent ce qu'ils sentent comme ce qui est. C'est une information. La deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est qu'ils vont entendre ce que cette émotion leur raconte un peu comme message. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette émotion leur dit de la situation et du coup, peut-être de ce qui serait à prendre en compte dans cette situation. Par exemple, si j'ai peur, c'est peut-être tout simplement qu'il y a un danger. Voilà. Et donc, s'il y a un danger, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois peut-être me mettre en sécurité, ce serait une bonne idée. Donc il y a une sorte de constat et de recommandation dans le message. Et ensuite, on va avoir la troisième étape, c'est-à-dire une fois que j'ai ressenti que j'avais peur, si on prend l'exemple de la peur,
que j'ai constaté que si j'ai peur, c'est peut-être qu'il y a un danger, il faut que je le repère, et il faut peut-être que je trouve une stratégie pour me mettre en sécurité. Bonne idée. Mais si je ne passe pas la troisième étape, qui est de mettre en action, j'ai peut-être une bonne idée, mais si je ne la mets pas en œuvre, je vais quand même peut-être avoir le danger qui me fonce dessus. Et donc, les chevaux ne se posent pas 20 000 questions, ils ne se demandent pas si ça va déranger quelqu'un, ils ne se demandent pas si ils mettent en œuvre. Voilà. Donc, s'ils mettent en œuvre, par exemple, par rapport à la peur, ça pourrait être « je m'enfuis » ou ça pourrait être « je me retourne contre le danger, j'appelle les copains à l'aide et on casse la figure au danger ». Et alors la quatrième étape. Ils ont une quatrième étape. Alors là, ça c'est extraordinaire. Nous, on la zappe quasiment 99 fois sur 100, si ce n'est pas 110 fois sur 100. C'est qu'ils retournent brouter. Une fois que le danger est passé, une fois que l'action a été menée, qui a répondu aux besoins, qui a remis... Ils oublient en fait, ils oublient l'émotion. C'est pas qu'ils oublient, c'est qu'ils le mettent dans la catégorie, c'est passé, c'est bon, ça va. Ils n'oublient pas, ils ont de la mémoire, les chevaux. Ils peuvent même parfois être traumatisés par des choses et ils peuvent avoir associé des choses à une mémoire agréable ou pas agréable. Mais ils vont juste dire, OK, maintenant j'ai fait ce qu'il fallait, je peux retourner à ce que j'avais envie ou besoin de faire. Et donc c'est ça en fait qui va être un peu la base de toute leur hiérarchie qui est finalement assez pacifiste, finalement, quand on voit la vie d'un troupeau. Relativement pacifiste, entre autres parce que, donc ils prennent soin d'eux-mêmes, ils prennent soin des autres, avec cette base de dire, mais si je sens quelque chose, c'est une information, je m'en occupe. Ouais. Donc du coup, je ne suis pas en train d'essayer de surréagir à un endroit ou de sous-réagir à un autre. Ce que nous ne faisons jamais en tant qu'être humain, n'est-ce pas ? Et donc, du coup, ils vont en plus ajouter à cette façon de fonctionner le fait qu'ils ne sont pas territoriaux. En fait, les chevaux de base, quand ils n'ont pas été contraints par l'homme, ils sont nomades. Et donc, ils vont être sur une mentalité, on peut dire, qui serait « je prends ce dont j'ai besoin et j'assure que mon troupeau a ce dont il a besoin, tu peux prendre aussi si tu veux, on partage l'espace, je peux même t'indiquer que l'herbe est meilleure ici et que la source d'eau elle est par là, mais j'ai juste besoin que moi je puisse boire et je puisse manger. Et puis quand il n'y aura plus assez pour moi dans le coin ou pour mon troupeau, j'irai voir plus loin. Et donc je ne suis pas agitée par une tension pour sauvegarder mon territoire et du coup une agressivité a priori. Je vais plutôt être sûr du calme, a priori. Alors, toutes ces observations que Linda Kohanov, ou d'autres... Ou d'autres, parce qu'elle a formalisé des études qu'elle a... Elle leur donne justement le sujet de ce dernier livre de Linda Kohanov pour un leadership socialement intelligent, où il y a donc le mode berger, en fait, en s'inspirant, en étudiant les bergers et leur fonctionnement dans les sociétés pastorales et nomades. Et là, c'est très intéressant. Alors, il y a les deux pouvoirs, prédateurs et non prédateurs. Oui, parce qu'elle a remarqué, alors déjà, elle observe, et ensuite, quand elle observe des choses, elle essaye de les valider. Donc, elle va voir des spécialistes, scientifiques, vétérinaires, divers médecins, etc., sociologues, historiens. Elle a observé qu'en fait, dans la nature, les modes d'action, donc la façon d'agir pour pouvoir survivre et assurer la survie de l'individu ou de l'espèce, sont organisés autour de deux façons de faire différentes. Un mode qui est non prédateur, qui est le dominant. En fait, 95% des actions menées, c'est du non prédateur. Et un mode prédateur. Donc le mode non prédateur, c'est en fait, c'est la coopération. C'est se coordonner pour survivre ensemble. Et je réponds, en grande ligne, oui, les grands, bien sûr. Je réponds à mes besoins tout en m'assurant qu'on répond aussi aux besoins du collectif. Et quand on répond aux besoins du collectif, je m'assure qu'on répond aussi aux miens. Il y a un équilibre. Tandis que le mode prédateur, qui est beaucoup plus rare, que ce soit d'ailleurs même chez des animaux qu'on appelle prédateurs, ils vivent en fait entre eux en mode non prédateur. Les meutes de loups, elles se coordonnent pour pouvoir manger, si on prend que cet exemple. Le mode prédateur, c'est tout pour ma pomme et tant pis pour toi. Donc je cherche mon propre bénéfice et si jamais ça crée un problème à d'autres, c'est leur problème, c'est pas le mien. Voilà. Sauf que ce mode-là, si on regarde la survie d'une espèce ou même quelquefois la survie d'un individu, ce n'est pas celui qui va permettre la meilleure rentabilité de l'action menée. Et donc, la plupart du temps, c'est du mode non prédateur. Mais une fois qu'on a dit mode prédateur, on fait comment pour vivre ensemble en équilibrant la réponse à la satisfaction des besoins individuels et collectifs. Et donc, elle a formalisé une façon de fonctionner ensemble qui serait avec 5 rôles. Et ces 5 rôles, il y en a 4 qui s'incarnent naturellement en mode non prédateur. Et il y a le 5e qui est soit la version sombre d'un des rôles non prédateurs, soit le prédateur mais bénéfique, c'est-à-dire que quelquefois il faut prendre des décisions difficiles, il faut détruire, il faut se séparer
de quelqu'un qui serait toxique, d'une idée qui serait maintenant malvenue, d'un projet qu'il faut arrêter, etc. Donc, les 4 rôles qui incarnent plus naturellement, plus directement le mode non prédateur, ça va être le dominant, celui qui a une énergie facile pour pousser ou pour séparer. C'est celui, par exemple, quand il y a un conflit dans une équipe, il va avoir aucun mal à aller voir, hey, oh, toi, dans ton bureau, toi, dans le tien, et puis quand vous serez calme, on se retrouve autour de la table. D'accord. Ça, c'est de l'énergie du dominant, et c'est super utile. Ah oui. Dans certains cas. Il y a le leader. Le leader, c'est plutôt celui qu'on va appeler habituellement dans les entreprises le visionnaire. C'est celui qui va avoir l'idée du nouveau projet, qui va voir une opportunité, qui va dire « mais ça, il faut absolument qu'on y aille, c'est ça qui va nous permettre de faire encore mieux la prochaine fois ou dans la prochaine décennie, ou etc. » et qui donc entraîne les autres avec lui plutôt en espérant qu'ils le suivent. C'est le meneur d'hommes. Donc ça va être le meneur, mais par l'enthousiasme, par l'excitation, par le sens, par la vision. Tandis que le meneur d'hommes avec une énergie plus dominante, lui, il va être meneur d'hommes en poussant. Hey, on a dit qu'on y allait, on y va maintenant. Après, il y a le compagnon nourrissant. Le compagnon nourrissant, c'est celui qui souvent va initier les relations. D'ailleurs, c'est souvent lui qui va mettre de la colle dans l'équipe, du bien-être. C'est celui qui est intéressé par le fait que tout le monde se sente bien. C'est aussi celui qui va avoir le plus de facilité pour éduquer, entraîner, expliquer, voir les différences de sensibilité, de diversité de points de vue. Et puis la sentinelle, le 4e rôle, la sentinelle, c'est celui qui va avoir beaucoup de facilité pour regarder tout ce qui se passe, aussi bien à l'intérieur du groupe, est-ce qu'on fonctionne comme on avait dit qu'on devait fonctionner, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre nos objectifs de vue ou nos valeurs, ou dans l'environnement, est-ce qu'il y a une opportunité dans le coin, ou est-ce qu'il y aurait une menace auquel il faudrait qu'on fasse attention. Et tout l'intérêt du modèle qu'elle présente, Linda Kohanov, dans son bouquin, donc dans ce livre pour un leadership socialement intelligent, c'est qu'elle insiste beaucoup sur le fait de dire qu'il n'y a pas un rôle qui est plus intéressant qu'un autre. On a besoin de tous les rôles, même peut-être 1% du temps du prédateur. On a besoin d'être en mode non prédateur pour créer vraiment et co-créer du durable et du profondément satisfaisant. Mais on a besoin, selon les contextes et les situations, de mettre un peu plus de cette énergie-là et de ces compétences-là ou de ce type de comportement-là ou un peu plus de celui-ci. Et quand on est un leader, quand on est une mère de famille, quand on est un chef d'entreprise, quand on est un responsable de projet et qu'on oublie d'utiliser un peu de tous les rôles, alors on tombe en fait dans le mauvais côté, dans le côté sombre de la force, qui serait une sorte d'exagération d'un des rôles et qui devient du coup peut-être toxique et qui entraîne des comportements plutôt destructeurs. Donc ça veut dire vraiment que l'intelligence émotionnelle des chevaux peut vraiment nous aider à vivre. Et à l'entraîner en plus, parce qu'on apprend avec eux en faisant. Bon, merci Cécile. Avec plaisir.